Dans le cadre de la présentation de la pièce Montréal Noir par Posthume en mars prochain, les équipes de Nous la Luna ont décidé d'enquêter directement sur les réels événements du Roxy, à l'origine de la pièce en question. Au cours de leur enquête, ils ont eu la chance d'interviewer l'inspecteur Matson, ancien enquêteur de la police de Montréal durant les faits. Ce que vous allez entendre provient de l'enregistrement de leur discussion. Alors ce que tu veux savoir, petit, c'est ce qui s'est passé ce fameux jour. L'affaire du Roxy. Pour être tout à fait franc, c'est le genre de choses que je préfère oublier. Dans ma carrière, j'en ai vu des ratages. Des gardes-motards, des règlements de compte, des coups vicieux. Mais l'affaire du Roxy, c'était autre chose. Personne ne l'a vu venir, pas plus nous autres alors qu'on enquêtait sur toute cette gang depuis des années, que eux-mêmes. Ça nous a pété à la gueule dans les grandes largeurs, et ça a changé à jamais le visage du crime organisé à Montréal. Et puis dans mon cas, ça a aussi été le début de la fin de ma carrière. Mais si tu veux comprendre ce qui s'est passé, il va falloir que je t'explique 2-3 choses avant. Il te faut les clés, les origines du mal. Et crois-le ou non, mais tout ça remonte à bien longtemps. En fait, les prémices ont débuté à Brooklyn, dans les années 20. Pendant la Prohibition. À cette époque, New York et toutes les grandes villes de la côte Est subissent les influences des gangs mafieux éparses et peu organisés. On y trouvait autant les familles italiennes que les gangs irlandaises ou la Yiddish Connection. Tout ce petit monde-là se faisait la guerre pour quelques bouts de pain et jouait à se voler des territoires. On était encore loin du crime organisé. À New York, par exemple, des guerres étaient perpétuelles pour quelques bouts de trottoir. Et puis est arrivé Rothstein. C'était juste un petit bookmaker, un peu plus malin que les autres, mais il avait de la vision. Quand il a voulu se lancer dans le trafic d'alcool, il est allé chercher des talents un peu partout pour monter un petit groupe. Il appelait ça les Five Pointers. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il aurait eu un avenir certain comme recruteur, parce que les gars qu'il a choisis, même si c'était encore des petits jeunes, c'était des pointures. Pour te donner une idée, voilà quelques noms. Lucky Luciano, Frank Costello, Bugsy Siegel, Meyer Lansky, Lebke Bukatel, Dorian Lingerberg, Vito Genovese, Dutch Schultz, et plein d'autres. Ils venaient tous de bandes différentes et ils avaient des alliances variables, mais Rothstein a su créer entre eux quelque chose de très dangereux. Enfin, en tout cas pour nous. De la loyauté. Alors, je te ferai pas un historique de la montée de ces gars au pouvoir parce que ce serait long et puis vite emmerdant, mais on va faire ça vite. Rothstein s'est fait descendre pour un impayé et ses petits protégés ont monté les échelons. Au milieu des guerres mafieuses, il monte en 1931 la Commission, le premier vrai syndicat du crime. Et ils refroidissent Joe Maselia pour mettre Maranzano à la tête de tout ce qui se faisait d'illégal aux États-Unis. Un an plus tard, Maranzano se fait descendre à son tour et Lucky Luciano devient Capo del Tutti Capi, le parrain de tous les parrains. Costello sera son consigliere, Lansky son trésorier, Siegel le fort à bras et Bukatel et Lingerberg prendront la tête de la Murder Inc., leur agence de tueurs à gages. Et les Five Pointers sans les mettre à bord. Un peu plus tard, Bukatel se fera attraper pour meurtre et grillera sur la chaise électrique. Et c'est Lingerberg qui sera en charge de tout le nettoyage. Luciano se fera à son tour déporté en Sicile. Et il continuera à régner plus ou moins de là-bas, mais le vrai pouvoir va tomber dans les mains de Frank Costello. En 1945, Bugsy Siegel a une illumination. Son rêve s'appelle Las Vegas. Avec les fonds de la commission, il fera construire le Flamingo. Le problème avec Siegel, c'est que c'était plus un braqueur, un racketteur ou un tueur qu'un vrai gestionnaire. Alors le Flamingo a eu tendance à perdre de l'argent plus qu'à en faire rentrer dans les causes de la commission. Puis ça passe pas bien. En 1947, malgré les réticences de Meyer Lansky, son meilleur ami, à la conférence de La Havane, la commission demande la tête de Siegel. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes. Le lendemain, Lingerberg quitte Cuba et il rentrera jamais à New York. 2 jours après, on retrouve le corps de Siegel dans un parking au Flamingo. Et les hommes de Lansky reprennent les rênes du casino. 1 mois plus tard, un nouveau joueur arrive à Montréal, les poches pleines de cash et accompagné de gros bras new-yorkais. Et avec l'aval de la commission, s'il vous plaît. Son nom, Dorlinger. Oh, bien sûr, on a tout de suite compris que Vernon Dorlinger n'était qu'un pseudo pour Dorian Lingerberg. Bon, il l'a jamais caché non plus. Par contre, personne n'a jamais pu faire le lien officiellement entre la mort de Siegel et l'avènement officiel de Dorlinger à la tête de la ville. Alors ce milieu rien n'est gratuit. Luciano venait de mettre en place la French Connection pour inonder le monde d'héroïne, et Montréal était un des plus gros ports marchands d'Amérique du Nord. C'est le genre de petit détail qui trompe pas. Alors pour nous, voir un membre siégeant de la commission débarquer, c'était pas une grosse surprise.
Par contre, dommage que ça ait été le seigneur des tueurs à gages. Tu te demandes pourquoi je te raconte ça? Bah c'est simple. Le quartier général de Dorlinger, c'était le Roxy. Eh ouais, drôle de coïncidence, hein. Dorlinger, c'était un malade, un fou allié. Et pas du genre explosif comme Luciano ou Siegel, non. C'était plus une sorte de monolithe de froideur capable de te renvoyer au centuple n'importe quelle insulte ou attaque personnelle. Et c'est exactement ce qui s'est passé ce jour-là. Seulement voilà, quand le chaos se heurte à ce genre de bonhomme, ça fait très très mal. Tu veux la suite, hein? Je te vois t'énerver avec ta petite enregistreuse. Ça, mon ami, ça va te coûter un autre verre. Non, oublie le gin. On passe aux choses sérieuses. Là, on va parler des Irlandais. Alors là, va nous chercher une bouteille de scotch.